Bien, merci. Maintenant, je vais parler un peu des opérations militaires. Alors, ça tombe bien parce que le précédent intervenant a fait un bon historique de la situation pour finalement dire que les choses, l'implication des monarchies du Golfe, des États-Unis, de l'Angleterre et de la France, et d'Israël, arrive à partir de la montée en puissance de l'État islamique, qui est soutenu, qui est une création, selon certains généraux américains, une création d'Israël et des États-Unis. Et donc là, les choses se corsent, puisqu'on entre vraiment dans une guerre géopolitique, d'intérêt géostratégique de la part des grandes puissances. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mi-2013, dans une conférence de presse, Poutine avait déclaré « Nous défendrons la Syrie jusque dans les rues de Moscou ». C'était mi-2013 à peu près. Et un journaliste lui avait dit « Mais comment ferez-vous » Et il avait répondu « Maintenant, nous en avons les moyens ». Donc ça, c'était un premier indice, premier indicateur. Ensuite, à partir de la mi-2013, se déroule une bataille navale dans la partie orientale de la Méditerranée. Une bataille navale sans coup de canon, sans tir de missiles, une bataille navale de positionnement, comme le jeu de Go. Hein, si vous connaissez le jeu de Go, c'est à peu près ça. Il s'est passé une bataille navale de positionnement et c'est la marine russe qui a gagné, en jouant avec Chypre, etc. J'avais donné une conférence sur la défense à Toulon. Et après ma conférence, un homme était venu me parler, c'était un marin français qui me disait qu'il était affecté à une frégate à Toulon et qu'il revenait d'un séjour dans la partie orientale de la mer Méditerranée. Et il me disait, là-bas, il y a des bateaux russes partout. Il y en a partout. On a du mal à respecter la règle des 2 nautiques ou des 3 nautiques d'espacement pour les croisements. Il m'avait dit, il y en a partout et ce sont de très beaux bateaux. Donc ça, c'est le premier indice. Deuxième indice plutôt. Bataille navale qui se déroule, une bataille de positionnement dans la deuxième partie de 2013. Et le 3 septembre 2013, 2 missiles balistiques américains sont interceptés par 2 antimissiles S-300 russes tirés à partir d'un bateau russe qui croisait au large des côtes syriennes. Donc ça, c'est le premier incident. Probablement, ces 2 tirs de missiles auraient été suivis par des raids aériens, mais le fait qu'ils aient été arrêtés par des missiles antimissiles russes S-300 a arrêté totalement l'opération qui était probablement prévue. Je fais une parenthèse. Quelques jours après cette victoire militaire russe, petite, sur le matériel américain, quelques jours après, 1 semaine ou 2, le président chinois a déclaré qu'il va falloir dédollariser l'économie mondiale. Donc on voit qu'il y a une espèce de jeu de ping-pong et cohérence entre une stratégie militaire russe et une stratégie économique chinoise. On avance dans le temps. Et là, on peut penser qu'à partir de ce moment-là, les Russes préparent leur intervention en Syrie. Ils ne savent pas quand ils vont la faire, mais ils la préparent. Pour une raison simple, c'est que c'est le dernier verrou. Si la Syrie tombe, pour les Russes se retrouvent en première ligne face à la menace islamiste, sur toute leur frontière sud, depuis le Kyrgyzstan jusqu'au Caucase et la Tchétchénie. Donc, pour les Russes, la Syrie, c'est le dernier verrou. Si la Syrie tombe, ils sont en première ligne. Donc il faut absolument défendre la Syrie. Donc ils s'y préparent. Je fais une petite parenthèse pour préparer la compréhension de l'opération russe. Le 10 avril 2014, quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec la Syrie, quoique, un bateau américain, le Donald Cook, qui est un croiseur américain, entre en mer Noire. Ce bateau est équipé d'un système de défense antiaérienne Aegis qui, selon la propagande américaine, est le plus performant du monde. Donc un système de défense antiaérienne, ça repose d'abord sur de la détection. Hein, pour pouvoir se battre dans un milieu, il faut d'abord savoir ce qui s'y passe. Et donc les radars sont là pour ça, pour la bataille aérienne. Donc ce bateau entre en mer Noire le lendemain ou le surlendemain
il est survolé par 2 Sukhoi 24 russes. Donc les Sukhoi 24 sont des vieilles trapanelles qui datent des années 70. Ils ont une signature radar énorme. C'est des avions carrés avec des entrées d'air carrées. Ils ont une signature radar énorme. Ils survolent le Donald Cook sans avoir été détectés par les radars. Parce qu'ils étaient équipés de conteneurs de guerre électronique. Et dans la foulée, le général qui commande le centre de guerre électronique de Moscou déclare « Plus un système est complexe, plus il est facile à brouiller ». Ce qui est vrai, je l'atteste. Donc là, on a un deuxième coup de semonce à l'égard des Américains. C'était encore une échelle extrêmement réduite. Mais je l'ai démontré de façon logique dans mon livre. La supériorité en matière de l'information, et en particulier de la guerre électronique, est un préalable à la supériorité aérienne. Si vous n'avez pas de supériorité en matière de guerre électronique, vous ne pouvez tout simplement pas mener d'opération aérienne. Vous pouvez laisser vos avions au garage, ils ne serviront à rien, ou ils auront une espérance de vie très très réduite. Donc les Russes montrent sur un petit coup leur supériorité technologique en matière de guerre électronique sur les Américains. Et là, récemment, donc fin septembre, ils déploient une armada pas très importante, une 50aine d'aéronefs au départ, hélicoptères, avions, tout compris. Une 50aine d'aéronefs. Et ils le font au nez et à la barbe des radars de l'OTAN situés en Turquie. Ils ont probablement survolé la Turquie. Je ne sais pas quelle route ils ont choisi, mais très probablement, quand on regarde les cartes, ils ont dû survoler la Turquie. Donc, avec leurs moyens de guerre électronique, ils se sont rendus invisibles à la détection de l'OTAN et ils se sont déployés en Syrie. Poutine avait déclaré peu de temps avant qu'ils allaient symboliquement que la Russie allait déployer quelques matériels militaires en soutien, pour combattre Daesh plus exactement, symboliquement. En fait, ce n'était pas du tout ça qui s'est passé, ce n'était pas du tout symbolique. Et dans la foulée, ils ont déployé leurs forces donc, avec une stratégie extrêmement cohérente d'un point de vue militaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'analyse systémique de Daesh et ils ont identifié les points de vulnérabilité stratégique. Dans un premier temps, les centres de commandement, qui ont été les premières cibles. Alors, il faut savoir que Daesh, au moment où la Russie est intervenue, Daesh était aux portes de Damas, c'est-à-dire que le régime était vraiment près de tomber. Daesh s'étendait depuis le Mossoul et le nord de l'Irak jusqu'aux portes de Damas. Et donc là, les premières frappes sur les centres de commandement et puis les centres logistiques, les voies d'approvisionnement et quelques centres d'entraînement. Alors là, on arrive à un tournant parce qu'au départ, les États-Unis étaient soi-disant à la tête d'une coalition qui combattait Daesh. Mais en fait, cette coalition n'a rien empêché. Si on juge un arbre à ses fruits, on juge les résultats, on ne juge pas les intentions. Et donc au résultat, pendant 2 ans, au cours des 2 ans pendant lesquels les États-Unis ont dit que la coalition qu'ils emmenaient combattait Daesh, au cours de ces 2 ans, Daesh n'a fait que progresser en Syrie. Selon certaines sources, il était plus vraisemblable que les États-Unis empêchaient l'armée de Bachar el-Assad de venir au contact de Daesh. Enfin bref, les Russes entrent en jeu et là ça change la donne du tout au tout. Ils ont la maîtrise de l'information, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans l'espace aérien sans être détectés, s'ils le décident. Et ils ont une maîtrise de la... Et ils sont capables de ne pas être détectés. C'est ce que j'ai dit. Donc ils interviennent. Et alors il y a un principe en matière de guerre aérienne, un principe extrêmement important qui est l'unité de commandement. Donc là, c'est le problème qui se pose aussi en ce moment. Il y a deux entités qui veulent intervenir de point de vue aérien sur le territoire syrien, les Russes et l'armée syrienne qui agissent concomitamment et de façon coordonnée. D'ailleurs, l'armée de terre syrienne agit est soutenue par l'aviation russe et l'aviation syrienne, donc il y a une opération coordonnée. Évidemment qu'on ne pourra jamais résoudre une crise uniquement avec des bombardements aériens, mais c'est le préalable. Hein. La supériorité aérienne est un préalable, et ensuite il faut des actions coordonnées. Et donc là,
se pose la question du commandement centralisé, de la centralisation du commandement. C'est une nécessité impérieuse, parce que si il y a plusieurs commandements qui interviennent sur un même théâtre, au niveau aérien, il y a des risques de tirs fratricides énormes. Donc ne serait-ce que pour ça, et pour la coordination de l'espace aérien, il faut un commandement unique. Les Américains, évidemment, n'en ont pas voulu, parce que, de facto, ce sont les Russes qui auraient commandé, qui auraient été les maîtres de ce commandement unique. Commandement unique, ça veut dire un centre d'opération unique, ça veut dire des systèmes d'information et de commandement uniques, et ce sont les Russes qui les auraient fournis, puisque ce sont eux qui ont la maîtrise de l'information sur le théâtre. Donc, les Américains, évidemment, n'en ont pas voulu, se pensant toujours les maîtres du monde. Du coup, les Russes donnent leur plan de vol à la coalition américaine pour éviter les tirs fratricides. Ce qui explique le traquenard dans lequel est tombé un Sukhoi 24 abattu par un F-16 turc. Il avait le plan de vol. Les Turcs avaient le plan de vol avant. Donc ils l'ont assassiné par derrière. Donc voilà, on en est là aujourd'hui sur le plan militaire pur. Sur le plan géopolitique, les interactions. Alors oui, ce qui est important, c'est que cette intervention russe, de par son immédiateté et de par son efficacité, dans les premières semaines, on a tout de suite vu que là, la donne allait changer. On n'était plus dans les palabres, on fait la guerre à Daesh. Non, là, ils le font vraiment, ils bombardent réellement Daesh. Donc, cette intervention russe a changé la donne, et immédiatement, on a vu se cristalliser les alliances. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme la glace. Vous savez, la glace qui est en surfusion, l'eau qui est en surfusion. On sent que des choses vont se passer, et vous mettez un grain de sable et tac, ça se gèle. C'est un peu ça qui s'est passé. L'intervention russe a servi à cristalliser les alliances. Donc, ce qui veut dire, d'un côté, les Russes, la Syrie, l'Iran, la Chine, qui a envoyé un porte-avions symbolique, mais quand même, en Méditerranée, qui avait fait des exercices maritimes avec les Russes en Méditerranée. C'est la première fois que la marine de guerre chinoise navigue en Méditerranée, quoi. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du monde. Donc, mais c'est symbolique. Donc, cristallisation des alliances. De l'autre côté, les monarchies du Golfe, avec un jeu bizarre quand même vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine, puisque d'un point de vue économique, les relations entre l'Arabie saoudite et la Chine se renforcent. La Chine a besoin de pétrole, l'Arabie saoudite en a. Le prix du pétrole est en bas, il faut qu'elle en vende. Peut-être que cette année, pour la première fois, l'Arabie saoudite va devoir faire un emprunt. Donc, vous voyez, vis-à-vis de la Turquie qui avait joué un rôle extrêmement bizarre. Au départ, la Turquie avait demandé à rejoindre l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, il y a 2 ans. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette organisation. C'est une organisation économique et militaire, enfin, c'est de sécurité, qui regroupe la Chine, la Russie et les pays en stand, là, Tadjikistan, etc. Cette organisation est composée est constituée comme des poupées russes, avec un cœur central, les pays membres. Ensuite, il y a les pays observateurs, et un troisième cercle, les pays avec lesquels ils maintiennent des contacts privilégiés. La Turquie est dans le troisième cercle. Elle avait demandé à rentrer dans le deuxième cercle cette année, en 2015. Donc ça devait se faire à la réunion de l'OCS, qui était combinée à la réunion des BRICS dans l'Oural en juillet, et de façon à entrer comme membre d'ici 2-3 ans. Ça veut dire que la Turquie était dans une ligne qui la faisait sortir de l'OTAN, en gros, pour entrer dans l'OCS. Et là, arrive l'intervention menée par l'Arabie saoudite au Yémen, et la Turquie se range aux côtés de l'Arabie saoudite. Donc là, c'était plié. Il était clair que l'OCS, c'était fini, croix dessus. Et d'ailleurs, il ne s'est rien passé à la dernière réunion, c'était à Houma, je crois, en Russie. Donc la Turquie, c'est encore un point d'interrogation dans ce jeu.
dans la mesure, en plus, où au départ, ils voulaient se partager la Syrie avec l'Arabie Saoudite. Ils étaient en gros, on va se la partager en deux, chouette. Et puis là, il y a quand même des cartes qui sortent des think tanks américains où on voit un redécoupage du Moyen-Orient. Je ne sais pas si vous avez vu ces cartes, là, il y en a plusieurs qui traînent sur Internet, où on voit un redécoupage du Moyen-Orient, avec en particulier un Kurdistan autonome. Donc là, les Turcs ont dû se dire, oh là là, non, ça va trop loin. Donc ils ont fait marche arrière, ils s'engagent. En fait, ils ont voulu le beurre et l'argent du beurre. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans l'impasse. Donc ils ne savent plus trop où ils en sont. Et après cet assassinat d'un avion russe, eh bien, ils sont en train d'en subir les conséquences économiques et de façon extrêmement sévère de la part de Poutine. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Le tourisme russe en Turquie s'est effondré. Les avantages sur la vente du gaz russe en Turquie, c'est fini. Enfin bon, là, il y a vraiment une rétorsion sans ambiguïté. D'un autre côté, alors l'Égypte aussi, c'est intéressant. Parce que quand on voit toute cette région, il y a des invariants, comme vous disiez tout à l'heure. Et il y a des pays qui sont des poids lourds de la région. La Turquie en est un, l'Égypte en est un, depuis des millénaires. Il faut lire les croisades vues par les Arabes de Amin Maalouf. C'est toujours la même histoire. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes lieux où se déroulent les mêmes. Donc l'Égypte s'était engagée aux côtés de l'Arabie Saoudite contre le Yémen et elle s'est retirée sur la pointe des pieds sans rien dire parce que d'un autre côté, elle entretient d'excellentes relations avec la Russie, elle achète des S-300, elle a acheté les bateaux français pour les revendre probablement à la Russie après. Enfin bref, il y a tout un jeu qui se passe. L'Arabie Saoudite, c'est un pays qu'il faut surveiller de très très près pour la première raison essentielle, c'est que d'un point de vue anthropologique, l'Arabie Saoudite est en train de passer sa phase de transition d'alphabétisation et dans la foulée de transition démographique. Je ne sais pas si vous avez lu Emmanuel Todd, mais il y a un livre que je vous conseille, c'est Le rendez-vous des civilisations, où il explique son modèle de transition de phase d'alphabétisation et de transition de phase démographique qui suit sur le cas des sociétés musulmanes, donc des pays musulmans, donc du coup c'est adapté. Donc l'Arabie Saoudite est en plein dedans, phase de transition d'alphabétisation. La transition d'alphabétisation, c'est quand la moitié de la population de 20 ans est alphabétisée. À partir de là, donc en général, le modèle standard, c'est d'abord les hommes, ensuite 15-20 ans après, c'est les femmes. Et dans la foulée, une fois que les femmes ont fait leur transition de phase, il y a une baisse de la natalité. Dans les pays musulmans, il y a un palier à 3. Bon, ça s'explique mathématiquement de façon assez simple, vu le processus de transmission d'une génération à l'autre. Et cette phase de transition, en général, produit un phénomène violent pour la raison qu'il y a une inversion des valeurs. C'est-à-dire que les jeunes étant alphabétisés lisent et en savent plus que leurs aînés, que leurs pères. Et ça crée des révolutions. La Révolution française, ça a été ça. Hein. Je veux dire, il y a un phénomène anthropologique au départ. Donc il y a une inversion des valeurs. Pendant un temps, la génération plus jeune en sait plus que la génération plus âgée, alors que ordinairement, dans une période stable, ce sont les anciens qui éduquent les jeunes et qui apprennent aux enfants. Donc, et s'agissant de l'Arabie Saoudite, cette transition de phase sera, à mon avis, encore plus violente parce que, s'ajoutant à l'inversion générationnelle, à l'inversion des valeurs générationnelles, il va y avoir une inversion des valeurs sexuelles, des sexes plutôt. C'est-à-dire que chez les Arabes, chez les Bédouins, ce sont les femmes qui travaillent. Moi, j'ai donné des cours, je donne des cours de stratégie à des Arabes. Je peux vous dire que bon, c'est des Arabes du Golfe, hein, je veux dire, hein, parce que les Omanais, c'est pas du tout les mêmes choses. Hein. Mais chez les Bédouins, ce sont les femmes qui travaillent. Et quand travailler, ça veut dire torcher les gosses, faire la cuisine et le ménage, ça ne remet pas en cause l'ordre social. L'ordre social patriarcal.
Mais quand travailler, ça veut dire aller à l'université et avoir des diplômes, ah, c'est plus pareil, là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc il va y avoir une double inversion des valeurs, à la fois générationnelle et entre les sexes. Donc il faut s'attendre à ce que l'Arabie Saoudite connaisse de gros problèmes là bientôt. Pour cette raison-là, anthropologique. On y ajoute le bouleversement géostratégique, le lâchage progressif de l'Occident et la mainmise de la Chine. Donc c'est un pays, bon, à mon avis, qui a une petite santé là pour le moment, enfin dans les décennies qui viennent. On parlait tout à l'heure des 500 avions d'Arabie Saoudite et tout ça. Il n'y a pas les pilotes, quoi, c'est le problème. On vend des avions. Non mais vous m'avez précédé là. Non mais ils achètent beaucoup de matériel, mais ils n'ont pas le personnel pour les mettre à l'intérieur. C'est ça, Wari. Et les pays du Golfe, c'est pareil, les Émirats, c'est pareil, le Qatar, c'est pareil. Ils achètent les avions les plus modernes du monde, mais ils n'ont aucune compétence dedans, quoi. Je veux dire, et les pilotes arabes, sur 50, il y en a peut-être un qui a le niveau d'un pilote moyen français. C'est à peu près ça, quoi. Et je n'exagère pas. Hein. Pas les Égyptiens. Non, j'ai parlé des pays arabes. Hein. Les pays du Golfe. Les pays du Golfe. Hein. Non, pour moi, l'Égypte est égyptienne. Hein. Pour moi, l'Arabie, c'est la... Ouais. Non. Ils parlent arabe, ils sont musulmans. Ben non. Parce que je suis syrien. Et les Berbères, bon, c'est un peu plus loin, mais non, il faut faire la distinction entre les Berbères, les Arabes, les Égyptiens. Ils sont égyptiens d'abord. Ils parlent arabe, ils sont musulmans pour la plupart, mais bon, ils sont quand même... Pour moi, quand je dis les Arabes, c'est la péninsule arabique. Hein. Donc les monarchies. Mais les Omanais ne sont pas arabes. J'ai donné des cours à des Omanais, à des Qataris, à des Saoudiens, à des Émiriens. Les Omanais ne sont pas des Arabes, ne sont pas des Bédouins, ils sont des marins. Ils sont complètement différents. Ils ont une autre culture, une autre intelligence. Bref. Voilà, donc je ne sais plus trop où j'en étais. Oui, les prévisions, eh bien, bon, aujourd'hui, clairement, c'est la Russie qui a la main dans les opérations militaires en Syrie. C'est très clairement la Russie qui a la main. L'inconnu, c'est la résistance que va opposer les États-Unis avec ses petits toutous anglais et français et l'Arabie Saoudite et le Qatar vis-à-vis de l'opération russe. C'est l'effet retard que ça pourra avoir. Voilà. Et c'est à peu près la seule inconnue pour moi. Enfin, je veux dire en termes de durée des opérations. S'il n'y avait pas de résistance, je veux dire, si on arrête de financer Daesh, l'État islamique, en moins de 6 mois, ça peut être réglé. Si on continue à les armer, à les entraîner, à les financer, là, ça peut durer plus longtemps, et avec des coûts tordus. Maintenant, il faut aussi se dire que tout ce théâtre se déroule dans un contexte général où le dollar va probablement s'effondrer en 2016, où 2016 va probablement être l'année de la fin du pétrodollar. Les Russes vont commencer la cotation du pétrole à Saint-Pétersbourg, à la bourse de Saint-Pétersbourg, bientôt, dans quelques mois. Donc ça veut dire, et ils sont en relation avec l'Arabie Saoudite pour ça. Hein. Les Chinois vont commencer la cotation de l'or à la bourse de Shanghai dans quelques mois aussi. Ça veut dire que la fausse la cotation de l'or qui est baissée artificiellement par Wall Street, vous savez, la relique barbare là. Hein. Donc tout ça arrive à son terme. Toutes les fausses valeurs, que ce soit du dollar,
du pétrole, de l'or, de toutes les ressources, de tout ce qui fait la richesse finalement physique des États et des pays, toutes ces fausses valeurs pour maintenir un dollar qui est d'ailleurs hors sol, qui est d'ailleurs surcoté par rapport à toutes les autres monnaies aujourd'hui, tout ça, ça va s'effondrer. Les Chinois et les Russes ont décidé de siffler la fin de la partie et ils en ont aujourd'hui les moyens, à la fois sur le plan militaire, parce qu'il faut quand même, quand on s'attaque au tigre, il faut quand même avoir des moyens militaires pour le faire. Donc, le tigre de papier en l'occurrence. Donc tout ça, ça va s'effondrer. Les Chinois, les Russes en ont les moyens. Et donc cette opération syrienne va être conditionnée aussi. Je veux dire, il va y avoir un impact sur les opérations en Syrie comme sur celles partout dans le monde par cette transition de phase, celle-là à l'échelle mondiale, planétaire, et en particulier cette année 2016, je pense, qui sera la première année du monde d'après. La transition de phase, à mon avis, le changement de paradigme géopolitique a débuté en 2007-2008, au moment de la crise boursière dans le sud-est asiatique. Le point d'inflexion, c'était 2013. Et 2015 était, à mon avis, l'année de tous les dangers. Une possible troisième guerre mondiale. On a passé cette année. 2016 est la première année du monde d'après, où les cartes vont commencer à se mettre sur la table et où les choses vont se décanter. Fin du pétrodollar, émergence physique concrète des puissances chinoises et russes matérialisées par des monnaies fortes et le rouble, or et en fait une transition des centres de gravité économique de Wall Street et de la City vers l'Asie et la Russie. Et 2017 sera peut-être la première année de stabilisation de ce mandat. Donc il ne faut pas perdre de vue que ce qui se passe en Syrie, ça se joue aussi dans ce contexte général-là. Je vous remercie.